Euh, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Troisième chapitre, section 5, comment faire face aux points les plus complexes des comptes financiers. Cette section n'est pas destinée à être lue d'un bout à l'autre, mais à être consultée de temps à autre chaque fois que le lecteur rencontre des problèmes d'interprétation, d'analyse ou de traitement d'un élément comptable particulier. Chacun de ces points complexes sera analysé sous ces angles, d'un point de vue économique afin que le lecteur ait une compréhension approfondie de sa véritable substance, d'un point de vue comptable pour aider les lecteurs à comprendre le traitement comptable appliqué et comment ce traitement affecte les comptes publiés, d'un point de vue financier pour tirer une conclusion quant à la meilleure façon de traiter ce problème. Charges à payer et produits à recevoir. Les produits à recevoir et les charges à payer sont utilisés pour comptabiliser les produits et les coûts comptabilisés au cours d'une période, mais relatifs à une autre période. Comptabiliser signifie essentiellement transférer des revenus ou des coûts du compte de résultat au bilan. Je m'arrête là pour dire que à la fin de l'exercice, donc on va arrêter les états financiers. Les comptes de bilan vont être transmis ou transcrits dans le bilan par leur solde. Les comptes de gestion, à savoir les comptes de produits et charges, vont être soldés lorsqu'ils seront inscrits au compte du résultat ou à l'état de résultat. Donc, au 31-12, les comptes dans les grands livres, la balance, lorsqu'on édite une balance générale de la comptabilité de l'entreprise, on ne trouve pas de compte de charge de produits, on ne trouve que les comptes de bilan et tous les comptes de charges et de produits vont être versés dans un seul compte qui est le résultat de l'exercice. S'il s'agit d'un bénéfice, il va figurer au passif. S'il s'agit d'une perte, il va figurer à l'actif ou bien au passif en signe moins. Voilà la logique comptable des écritures de régularisation et que à la fin de chaque exercice, il y a des charges qui ne se rapportent pas à l'exercice. Il y a des charges donc qui ne se rapportent pas à cet exercice. C'est des charges comptabilisées d'avance. Et il y a des charges qui se rapportent à l'exercice mais qui n'ont pas été comptabilisées. C'est des charges à payer. Donc, ces charges, on va à payer ou comptabiliser d'avance, on va les mettre dans des comptes d'attente qui vont voyager d'un exercice à l'autre. Et ces comptes d'attente, ces comptes de régularisation de fin d'année sont des bateaux de sauvetage. Voilà, je vais, pour ne pas être absorbé par le résultat, vous allez être tué, vous allez être soldé. Je vais vous mettre dans ce bateau de sauvetage juste pour une journée et le lendemain, le 1er janvier, je vais vous mettre dans vos comptes correspondants. S'il s'agit de produits, je vais vous mettre dans un compte de produits. S'il s'agit d'une charge, je vais vous mettre dans un compte de charge. Il convient également de mentionner les produits et charges à payer qui fonctionnent de la même manière que les produits différés et les charges payées d'avance, mais en sens inverse. Par exemple, une entreprise peut provisionner des frais de recherche et développement, c'est-à-dire considérer qu'elle ne doit pas apparaître dans le compte perte et profit, mais comme un actif incorporel qui sera amorti ou déprécié. Voilà aussi, il y a des comptes
il y a des actifs, si vous voulez, fictifs, des brevets, des licences, le goodwill, des frais de recherche et développement que l'entreprise a supporté dans cet exercice, mais que ces charges, l'entreprise va en tirer profit durant les exercices suivants aussi. Si j'ai payé une facture de 10 000 dinars de recherche et développement et que je vais en tirer profit d'un procédé de fabrication, par exemple, je vais en tirer profit cette année et les années suivantes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets cette charge dans l'actif du bilan, dans un compte fictif, dans les immobilisations incorporelles, et, et cette charge sera amortie sur 3 ans. C'est un principe. Donc j'étale cette charge sur les années à venir. Et c'est tout à fait normal. Cet exercice ne supporte que les charges qui lui sont afférents. Aussi, j'ai acheté une entreprise et je vais l'absorber, je vais prendre ses actifs et les inscrire dans ma comptabilité. Je l'ai acheté pour 1 million de dinars, mais puisque le gars de la société, il ne veut plus me vendre la société, sauf si je lui donne 100 000 dinars de plus, je vais me donner ces 100 000 dinars de plus, mais comment le comptabiliser? Je vais comptabiliser les actifs pour 1 million de dinars et je vais comptabiliser un actif fictif permis par la loi comptable, notamment les IFRS, qui s'appelle goodwill. Je vais le mettre dans les immobilisations incorporelles et je vais l'amortir sur 3 ans. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Les produits différés et les charges payées d'avance font partie du fonds de roulement d'exploitation, c'est-à-dire BFR. Les actifs liquides ou de trésorerie. La trésorerie correspond au placement à court terme des excédents de trésorerie d'une entreprise. D'un point de vue comptable, de tels placements ne peuvent être considérés comme équivalents de trésorerie que s'ils sont très liquides, à court terme, facilement convertibles en trésorerie pour un montant connu et exposé à un risque négligeable de variation de valeur. Voilà, c'est très simple. Je vais inscrire au bilan dans les comptes de trésorerie liquidité et équivalent de liquidité que si le titre de trésorerie est facilement convertible en cash, en trésorerie, en argent. Si j'ai un titre qui n'est pas liquide, n'est pas facilement convertible en argent, je le mets dans les actifs financiers. Je ne le mets pas en trésorerie. Si j'ai un compte bloqué, j'ai bloqué une somme d'argent, 100 000 dinars par exemple, dans un compte bloqué sur 5 ans, cet actif-là ou cet argent-là, je ne peux pas l'inscrire en trésorerie parce que ce n'est pas des actifs liquides. Ce n'est pas de la trésorerie. Le durcissement des restrictions de qualification des placements en équivalent de trésorerie résulte des défaillances survenues suite à la crise de liquidité de 2007-2008, au cours de laquelle certains investisseurs ont découvert que les placements dits monétaires étaient en réalité des placements risqués, donc non liquides au départ. En période de taux d'intérêt à court terme nul ou négatif, comme en 2015-2017 en Allemagne, au Japon, en Suisse ou en France, il faut être particulièrement vigilant vis-à-vis des liquidités générant une rentabilité positive, car elles ne peuvent être obtenues sans prendre de risques. En norme IFRS, les actifs de trésorerie sont évalués sur la base de leur juste valeur, les gains et pertes éventuels étant comptabilisés au compte de résultat en résultat financier. Si j'ai un titre financier de trésorerie, même s'il est liquide et très liquide, et je l'ai acheté à 100, et à la clôture de l'exercice, je vois sur le marché financier
il vaut 120, je vais l'inscrire au bilan, à l'actif, dans le compte trésorerie liquidité équivalent de liquidité, à sa juste valeur, c'est-à-dire 120 sans sa valeur, plus 20, et les 20 supplémentaires, je vais les inscrire en crédit des comptes de produits financiers. Donc, ça va augmenter le résultat de l'entreprise. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? La classification des liquidités ou des actifs de placement à long terme est importante lors de l'évaluation de la liquidité d'une entreprise. D'un point de vue économique, l'analyste cherchera à comprendre en premier lieu si l'actif contribue au résultat opérationnel et doit donc être intégré dans les capitaux employés, ou s'il s'agit d'un investissement financier, qu'il soit à long ou à court terme, il sera alors déduit de la dette nette. Contrat de construction. Dans certains cas, il peut falloir plus d'un an à une entreprise pour mener à bien un projet. Par exemple, un groupe qui construit des barrages ou des navires peut travailler plusieurs années sur un même projet. Les contrats de construction sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement, qui consiste à comptabiliser à la fin de chaque exercice le chiffre d'affaires et le résultat attendu sur le projet au prorata du pourcentage des travaux réalisés à ce moment. Les règles comptables américaines reconnaissent à la fois la méthode du pourcentage d'avancement et la méthode du contrat achevé, où la comptabilisation des produits est différée jusqu'à l'achèvement du contrat. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Les projets de construction en cours font partie du fonds de roulement opérationnel, c'est-à-dire le BFR. La méthode de l'avancement se traduit par des profits moins volatiles car étalés sur plusieurs exercices. Même si la méthode des contrats achevés peut sembler plus prudente, les analystes doivent être conscients des changements de méthode comptable pour les contrats de construction qui ne sont pas possibles en vertu des IFRS, car de tels changements peuvent indiquer une tentative d'améliorer artificiellement le résultat net publié pour une année donnée. Donc voilà, il y a deux méthodes. Donc la comptabilisation, la méthode de l'avancement, chaque année, je vois l'avancement de projet et je comptabilise l'avancement 20% du projet. Je comptabilise uniquement 20% de la valeur du marché que j'ai. Mais il y a la méthode américaine, la méthode de l'achèvement du contrat. Ça, elle permet de ne pas comptabiliser des produits cette année. On va dire, on n'a pas achevé le projet, on va le comptabiliser l'année prochaine lorsque le projet sera achevé. Donc, cet exercice, il n'y aura pas de produits, peut-être qu'il y aurait même des pertes, et l'exercice suivant, il y aura des produits surévalués, des super produits. Et cette méthode peut même parfois fausser les résultats des entreprises ou cacher des résultats, reporter des résultats pour des raisons pour ne pas, si vous voulez, payer l'impôt cette année, on le paye l'année prochaine, peut-être qu'on va intégrer d'autres charges. C'est des manières utilisées par les comptables et ça, c'est pas possible en vertu des normes IFRS. Obligations convertibles et emprunts. Les obligations convertibles sont des obligations pouvant être converties à la demande de leur détenteur en actions de la société
émettrice. La conversion est donc initiée par l'investisseur. S'ils ne sont pas convertis, ils sont remboursés en numéraire à l'échéance. Lors de l'émission, les obligations convertibles, les emprunts, sont répartis entre les comptes des dettes et de capitaux propres, car ils sont analysés en normes IFRS comme des instruments financiers composés d'une obligation classique et d'une option d'achat. La valeur actuelle des coupons et le montant du remboursement actualisé à un taux d'emprunt équitable de l'entreprise sont comptabilisés comme une dette. Le solde est comptabilisé en capitaux propres. De plus, chaque année, la société comptabilisera les intérêts comme ils seraient payés pour une obligation standard. Une partie de ce montant correspond au montant réel payé, le reste étant un montant notionnel. Voilà ici un traitement comptable aussi très particulier, très fin des obligations convertibles en actions. Qu'est-ce que c'est? Une entreprise émet un emprunt obligatoire. Chaque obligation, il y a une valeur nominale, un taux d'intérêt, bien sûr, un coupon et une durée de remboursement, que ce soit annuel, parfois annuel sur 5 ans, ou in fine, à la fin, on reçoit les intérêts chaque année et à la fin, on reçoit le principal de l'obligation. Mais parfois, pour encourager les investisseurs sur le marché financier à acheter ces obligations, on inscrit sur ces obligations qui sont convertibles en actions. C'est-à-dire que je peux acheter avec ces obligations une action, c'est pas une action de la même société. Donc, ça peut ne pas être une dette et je deviens dans ce cas actionnaire. Comment traiter ça dans la comptabilité? Les normes IFRS disent, voilà, à la fin de chaque exercice, j'actualise ces obligations en ce moment-là et je les mets en dette pour leur valeur actuelle et je vois sur le marché leur valeur sur le marché. La différence, je les mets dans le compte de fonds propres comme si j'ai des options d'achat d'obligations. Et c'est très clair. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? L'approche que nous préconisons est d'examiner les conditions de conversion des obligations et d'effectuer le classement capitaux propres dette sur la base des résultats de cette analyse. Par exemple, si le cours de l'action se situe déjà bien au-dessus du prix de conversion, les obligations sont très susceptibles d'être converties et doivent donc être traitées comme des actions. À des fins d'évaluation, les charges d'intérêt connexes nettes d'impôts devraient être enlevées du compte de résultat, ce qui entraînerait une augmentation du résultat net. Le nombre d'actions devrait également être augmenté de celles à mettre par conversion des obligations convertibles. En revanche, si le cours de l'action est inférieur au prix de conversion, les obligations convertibles doivent être traitées comme des obligations conventionnelles et rester classées parmi les emprunts. Impôts différés à actifs et passifs. Les impôts différés donnant lieu à des impôts différés actifs ou passifs résultent des différences entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs. Au compte de résultat, certains produits et charges sont comptabilisés sur des périodes différentes aux fins du calcul du bénéfice comptable avant impôt et du bénéfice imposable. Dans certains cas, la différence peut être temporaire en raison de la méthode utilisée pour dériver le bénéfice imposable du bénéfice comptable avant impôt. Par exemple, un coût a été reconnu dans les comptes, mais n'est pas encore déductible fiscalement. Exemple, intéressement des salariés dans certains pays, ou inversement. Il en va de même pour certains types de revenus. De telles différences sont appelées différences temporelles. Dans d'autres circonstances, les différences peuvent être définitives, c'est-à-dire pour des produits ou des charges qui ne seront jamais
prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable, par exemple des pénalités ou des amendes fiscales non déductibles fiscalement. Par conséquent, il n'y a pas de reconnaissance d'impôt différé. Au bilan, le coût historique d'un actif ou d'un passif peut ne pas être le même que sa base fiscale, ce qui crée une différence temporelle. Selon les situations, des différences temporelles peuvent donner lieu à une charge d'impôt future et donc à des impôts différés passifs, tandis que d'autres peuvent donner lieu à des déductions d'impôts futurs et donc à des impôts différés actifs. Par exemple, les passifs d'impôts différés peuvent résulter de actifs donnant lieu à des déductions fiscales inférieures à leur valeur comptable lors de leur vente ou de leur utilisation. L'exemple le plus courant en est la réévaluation des actifs lors de la première consolidation d'une filiale. Leur valeur au bilan consolidé est supérieure à la base fiscale servant au calcul des amortissements ou de plus et moins-value. Des frais financiers capitalisés fiscalement déductibles immédiatement, mais constatés au compte de résultat sur plusieurs années ou différés. Les revenus dont l'imposition est différée, tels que les revenus financiers courus, qui ne deviennent imposables qu'une fois effectivement encaissés. Des actifs d'impôt différés peuvent survenir dans diverses situations, y compris des coûts qui sont passés en charge dans les comptes, mais qui ne sont déductibles à des fins fiscales que les années ultérieures. Pardon. Telles que les provisions qui ne sont déductibles que lorsque le risque ou le passif déclaré se matérialise pour les indemnités de fin de carrière dans certains pays. Certaines pertes fiscales susceptibles d'être compensées par des charges d'impôts futures, c'est-à-dire des pertes fiscales reportables, des moins-values à long terme. Enfin, si l'entreprise devait prendre certaines décisions, elle devrait payer un impôt supplémentaire. Ces impôts représentent des passifs fiscaux éventuels, par exemple, provenant de la distribution de réserves sur lesquelles l'impôt n'a pas été payé au taux de droit commun. Les sociétés doivent obligatoirement comptabiliser tous leurs impôts différés passifs dans des comptes consolidés. Pardon. Les actifs d'impôt différés résultant de pertes fiscales doivent être comptabilisés lorsqu'il est probable que l'actif d'impôt différé pourra être utilisé pour réduire l'impôt à payer. Dans certaines circonstances plus inhabituelles, la différence temporelle concerne une opération qui affecte directement les capitaux propres, par exemple un changement de méthode comptable, auquel cas la différence temporelle sera également imputée sur les capitaux propres de la société. Les IFRS ne permettent pas l'actualisation des actifs et passifs d'impôts différés à la valeur actualisée nette. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Il est important de reconnaître que l'impôt différé ne représente pas un montant d'impôt actuellement dû à ou par l'administration fiscale, mais consiste en des écritures comptables avec la plupart du temps aucun fondement économique et sans flux de trésorerie correspondant. F. Gains et pertes de dilution. Lorsqu'une société mère ne souscrit pas du tout ou seulement partiellement à une augmentation du capital d'une de ses filiales qui a lieu pour une valeur supérieure à la valeur comptable de la filiale, la société mère comptabilise un profit de dilution. De même, si la valorisation de la filiale au fin de l'augmentation de capital est inférieure à sa valeur comptable, la société mère comptabilise une perte de dilution. Comment les analystes financiers doivent-ils les traiter? Les gains et pertes de dilution génèrent un profit comptable alors que la société mère n'a reçu aucun paiement en numéraire. Ils sont, de par leur nature même, non récurrents. Sinon, le groupe n'aurait bientôt plus de filiales. Naturellement, ils ne font pas partie de la capacité bénéficiaire normale d'une entreprise et doivent donc être totalement ignorés. Voilà ici
Les gains et pour perte de dilution lorsqu'une société mère donc euh, voit en cas d'augmentation de capital, voit qu'elle va donc participer à cette augmentation, que la valeur de l'action est élevée ou est faible. Donc ces gains et pertes de dilution, là, ne sont pas matérialisés. C'est pas des gains, c'est pas une perte, une vraie perte, une perte réelle. C'est pas des gains réels. Et l'analyste financier doit manipuler ou comprendre que cela, il doit être vigilant concernant ces concepts. Et on va voir par la suite, en analyse financière, ce phénomène d'événements récurrents. Est-ce que cet événement, il est récurrent? C'est ce qu'il va se reproduire dans le futur ou non? Ça, c'est un concept très important en analyse financière et on va voir ça par la suite. J'ai instruments financiers de couverture. Ils ont pour objet de se couvrir contre un risque financier lié à une variation des taux de change, des taux d'intérêt, des prix des matières premières, etc. Celle-ci peut résulter d'une opération commerciale, soit une créance en devise par exemple, ou d'une opération financière telle qu'une dette à taux variable. Il s'appuie sur des produits dérivés tels que des options, des contrats à terme, des swaps. La comptabilisation des instruments financiers de couverture constitués de dérivés, options, futures, swaps, etc. est très compliquée aux normes IFRS. En simplifiant à l'extrême, le principe de base est que les instruments financiers de couverture doivent être comptabilisés au bilan à leur juste valeur, qui est généralement la valeur de marché, et la variation de valeur doit être comptabilisée en produit ou en charge dans le compte de résultat. Voilà les instruments financiers, les futures, les options, les swaps d'intérêt, les swaps de taux, doivent être comptabilisés à leur juste valeur. C'est simple. C'est compliqué de prendre cas par cas, c'est très compliqué en normes IFRS, mais le principe est simple. Comptabilisez-les dans la comptabilité à leur juste valeur. S'il y a une plus-value, la plus-value est comptabilisée en produit, dans le compte de résultat. S'il y a une moins-value, la moins-value est comptabilisée en charge et c'est simple. Néanmoins, si les produits financiers sont acquis pour se couvrir contre un risque spécifique, alors un système dit de comptabilité de couverture peut être mis en place. Cependant, dans ce cas, l'entreprise doit être en mesure de prouver et de documenter que la couverture est pratiquement parfaitement ajustée, montant, durée ou sous-jacent, faute de quoi l'instrument en question ne sera pas éligible à la comptabilité de couverture et ses variations de valeur apparaîtra sur le compte de résultat. H. Perte de valeur. Les pertes de valeur sont annulées pour couvrir les pertes en capital ou celles qui peuvent être raisonnablement anticipées. Sur les actifs, ils peuvent être engagés sur le goodwill, d'autres actifs incorporels et d'autres actifs incorporels et des actifs tangibles. Les pertes de valeur sont calculées sur la base de la valeur des unités de production de trésorerie. Comment les analystes financiers devraient-ils les traiter? Les pertes de dépréciation sont désactivées directement contre les actifs et à condition que ces pertes soient justifiées, aucun resserrement n'est nécessaire. Inversement, nous considérons les pertes de valeur des actifs tangibles en tant qu'articles non récurrents. Nous considérons les pertes de valeur sur les immobilisations incorporelles, y compris le goodwill, en tant qu'élément non opérationnel à exclure de l'EBITDA et de l'EBIT. Immobilisation incorporelle. Sous les IFRS, celle-ci englobe principalement le coût de développement capitalisé, les brevets, les licences, les concessions et les droits similaires, les droits de bail, les marques, les logiciels et le goodwill découlant des acquisitions.
Cet élément de ligne nécessite une attention particulière car les entreprises ont une certaine latitude dans le traitement de ces éléments qui représentent désormais une partie importante des bilans des entreprises. Sous IFRS, une entreprise est tenue de reconnaître un actif incorporel au coût, si et seulement si il est probable que les avantages économiques futurs qui sont attribuables à l'actif circuleront à la société. Et si le coût de l'actif peut être mesuré de manière fiable, les goodwill, les marques, les masters, les titres de publication et les titres de clients ne doivent pas être reconnus comme des actifs incorporels. Les coûts de démarrage d'une entreprise, de formation, de publicité, de relocalisation ou de réorganisation d'une entreprise reçoivent le même traitement. Donc, on a dépassé les 30 minutes et je vais m'arrêter là. Et merci et au revoir dans la prochaine vidéo. Merci.